Oui, bienvenue dans notre magazine. Comme tous les lundis, nous allons aborder le football. Le football à peu près à 80% consacré à l'Afrique. Mais d'abord, nous allons voir ensemble les principaux titres de ce mag. Nous allons parler, bien entendu, de la CAN 2017, mais des U17 qui démarrent ce 14 mai au Gabon. Nous parlerons aussi de la Coupe du Monde 2026 avec 48 équipes et 9 pour l'Afrique. Et puis la Coupe d'Europe avec la Ligue des Champions et la Coupe Europa. Et nous ferons un focus également sur l'Euro, je dis bien, des U17 en Europe. Notre invité, c'est M. Morley Sylla, que vous connaissez bien, ancien défenseur de la Guinée-Conakry, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui est responsable de 2 académies en Guinée et qui bientôt va organiser un match important, un match de gala, puis il va célébrer l'anniversaire de son association. Est-ce que j'ai bien résumé la chose? Effectivement, c'est ça. D'accord. Nous avons avec nous nos éditorialistes Bruno Arroyo. Bruno, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et Noureddine Sali qui est avec nous également. Noureddine, bonsoir. Bonsoir à tous. Et la question de l'FC, la FIFA a-t-elle raison de sélectionner 48 équipes pour le mondial de 2026? Vos réactions, comme d'habitude, sur nos réseaux sociaux, nous allons y revenir. En fin d'émission, CAN des U17 au Gabon, la fête pour les jeunes cadets. Après ce jingle, on en parle. Le coup d'envoi de cette 12e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui sera donnée le 14 mai 2017 à Port-Gentil, au Gabon, et la Guinée-Conakry, et pas la Guinée-Conakry, mais juste au Gabon. Et nous allons avoir Douglas Toutoumé dans quelques instants. Mais d'abord, nous allons voir le tableau dans un premier temps des différents matchs de cette CAN des U17. Vous le savez, il y a 8 équipes et nous allons voir qu'est-ce que ça donnera comme match. Alors tout d'abord, il y aura un certain Gabon-Guinée, il y aura aussi Cameroun-Ghana, un groupe A toujours. Alors mon cher Morley Sylla, la Guinée qui va rencontrer le Gabon. Est-ce que les Guinéens sont bien en ce moment, les jeunes Guinéens? Ben oui, je pense qu'on a des très jeunes. Parce que la preuve, on a fait match amical contre le Japon. Chez nous, je pense que les jeunes nous ont gagné 5-3. 5-3. C'est bien. Donc, ils ont fait un très bon parcours aussi pour leur qualification. Et je pense qu'on va faire un très bon parcours au Gabon. Sauf si je me trompe, mais les jeunes Guinéens se sont toujours bien comportés. Comment expliquez-vous ça? C'est la politique chez les jeunes qui marche bien aussi? Bon, la politique qu'on a mis en place, ça fait un peu longtemps. Et je pense que c'est ce qui marche très bien chez nous. Et les jeunes qu'on a, il faut reconnaître que c'est des jeunes qui sont vraiment doués. Et on les fait travailler aussi très bien. Et ils assimilent facilement aussi les consignes qu'on leur donne. Et souvent, ils imitent aussi les aînés. Parce que très souvent, quand on parle le Rafia et l'équipe nationale avant, et notre génération aussi, je pense que vraiment il y a eu de bons joueurs qui sont sortis. Donc les jeunes cherchent toujours à imiter les aînés, quoi. Et je pense qu'ils feront un très bon parcours. Je sais qu'ils vont faire une surprise au Gabon. Et les Gabonais ont intérêt à se préparer pour ce match de 14 d'ouverture. Parce que je pense qu'on va gagner ce match-là. Eh bien, nous avons pris bonne note et puis de toute façon, nous allons bien noter ça le jour où vous l'avez dit, à quelle heure précisément, Morley Sylla. Nous reviendrons avec Bruno et Noureddine tout à l'heure, mais je vous le disais, le coup d'envoi de cette 12e édition sera donné le 14 mai à Port-Gentil entre le Gabon et la Guinée-Conakry. Ce sera le premier match. Quel est l'état des lieux de cette compétition? Reportage de Douglas Toutoumé, notre correspondant permanent à Libreville. Plus que quelques jours avant le premier coup de sifflet de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans organisée en terre gabonaise. La compétition, qui aura lieu du 14 au 28 mai 2017, va se dérouler sur 2 sites. La poule A sera logée dans la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, et la poule B à Libreville. Cette compétition verra la participation de 8 équipes qui vont donc disputer 16 matchs chacun. La petite finale et la finale vont se disputer au stand de l'amitié sino-gabonaise d'Agonje. Il y aura
effectivement 2 stades qui vont servir de cadre pour le déroulement des 16 matchs. Le stade de l'amitié sino-gabonaise qui est aujourd'hui le stade référence du Gabon, qui a une capacité de 40 000 places. Ensuite, on a le stade Michel Essongué de Port-Gentil, qui est situé à une dizaine de kilomètres de la capitale économique du Gabon. C'est un stade d'une capacité de 20 000 places, qui va donc servir de cadre pour le coup d'envoi de cette 12e édition de la CAN U17 Total Gabon 2017. Selon les spécialistes, les pays de l'Afrique de l'Ouest partent favoris sur les 8 pays qualifiés dans cette compétition. Mais les objectifs des Panthères, équipe hôte de ce tournoi, sont clairs, atteindre au moins les demi-finales. Chacune des 8 équipes a sa chance et on espère que les jeunes Gabonais pourront aller le plus loin possible, au moins en demi-finale. Vous savez que l'enjeu aussi, c'est d'atteindre au moins les demi-finales, parce que les demi-finales vous donnent le ticket qui vous permettra de participer à la Coupe du Monde de la catégorie. En moins d'une semaine du coup d'envoi de la compétition, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans affirme que tout est fin prêt. Certaines équipes ont déjà pris leur quartier tant à Libreville qu'à Port-Gentil. Rappelons que le Gabon et la Guinée-Conakry seront opposés en match d'ouverture à Port-Gentil. En seconde heure, le Cameroun sera opposé au Ghana dans ce même groupe. Et nous allons faire quelques commentaires sur les tableaux, notamment le groupe A, sur lequel nous allons revenir tout de suite avec Noureddine Sali. Noureddine, il y aura non seulement Gabon-Guinée pour le match d'ouverture, mais il y aura aussi un certain Cameroun-Ghana. Comment voyez-vous ce choc, en quelque sorte ? Ouais, c'est un groupe, là où on retrouve un petit peu les habitués dans cette catégorie, dans le Ghana, qui est une griffe dans la formation. Je pense que aussi, il y a des, comme on l'a entendu dans le reportage, que les équipes de l'Afrique de l'Ouest qui sont bien représentées dans cette compétition. Je pense que aussi, ça reste, il y a des équipes qui viennent et qui frappent à la porte. Ils savent très bien que c'est une industrie, c'est un réservoir. Et je pense que l'avenir de tous les pays passe par ces compétitions. Là. En plus, on joue dans un pays qui a vraiment pris une certaine expérience d'organisation des compétitions. Et les 2 meilleurs stades qu'on a choisi pour la compétition, je pense qu'on va regarder, on va voir un bon spectacle et des très bons comportements de ces équipes-là. Vous avez oublié quand même de souligner qu'il y a certaines pelouses qui gardent de l'eau, hein, quand même. Hein. On n'est pas là-dedans. C'est Port-Gentil et les stades de l'amitié, je pense qu'ils sortent de notre critique qu'on a déjà eu pendant la CAN. Hein. Nous allons voir, merci Noureddine, le tableau du groupe B maintenant. Et avec notre confrère Bruno, nous allons parler de ce tableau, et notamment Mali contre Tanzanie et Angola contre Niger. Alors moi, je mettrais bien un petit billet sur le Mali et l'Angola. Est-ce que vous êtes d'accord, Bruno ? Oui, c'est clair que le Mali, notamment par le travail de l'ancien international Fousseini Diawara, travaille bien au niveau des jeunes. Il y a une grosse coordination. Malheureusement, par rapport aux démêlés qu'ils ont eu au niveau de leur fédération, je pense que ça a un peu ralenti leur préparation. Mais là, il y a un élan qui repart. Et je pense que le Mali est largement favori dans ce groupe et risque de remporter la compétition. En tout cas, on a besoin que des équipes qui forment des jeunes d'habitude continuent à les former pour avoir des équipes A après, même de U21, de moins de 21 ans, qui soient performantes pour le continent. Moins de 21 ans et équipe A. Le Mali qui a failli être privé justement de cette compétition à cause du conflit interne. Et de la suspension. Surtout la suspension qui était en sursis de la part de la FIFA. Je pense que cette suspension a été levée il n'y a pas longtemps. Et donc le Mali reprendra sa place parce qu'on a vu dans le calendrier que l'Éthiopie devrait être rappelée pour remplacer le Mali, chose qui n'a pas été faite. C'est une bonne chose pour le football malien et pour le football tout court. Voilà. Alors mon cher Morley, est-ce qu'il y a eu déjà des révélations au cours de cette épreuve, surtout chez vous, chez les jeunes Guinéens? Est-ce qu'il y a des jeunes joueurs qui sont devenus de grandes stars après la CAN des 17 par exemple, ou le mondial? Bon, je pense que oui. De mémoire, est-ce que vous je pense qu'il y a une génération où, comment on appelle celui qui est à Bordeaux là. Fenduno, c'était avant. Ouais. Ça c'était de l'avance. C'est ça. Je pense que il passait par Bordeaux aussi. Effectivement, ils ont eu un problème quand on s'est qualifié, c'était leur génération. Et finalement, il a joué à Bordeaux. Et il y a aussi Kamano qui joue à Bordeaux actuellement là. Parce que c'est leur génération qui était venue faire un tournoi, je ne sais pas dans quel coin de la France ici. Je pense que vraiment cette génération aussi, il y a lui, il y a un qui joue à chose, comment on appelle ça.
Paris FC, et l'avancante de Paris FC. Paris FC qui est en passe de retrouver le national aussi. Voilà. Et je pense que vraiment... Pas le national, la Ligue 2, pardon. La Ligue 2, oui. Et je pense que vraiment, la Guinée a toujours eu, comme quand on prend la génération de Morlaï et Salam Sow, tout ça, et qui sont partis en 85. Aussi, il y a eu des joueurs qui sont sortis. Et Titi Camara, tout. Et cette fois-ci aussi, je pense qu'il y aura des jeunes qui vont sortir pour aller monnayer leur talent à l'extérieur pour rendre service au pays, comme ce qui se passe aujourd'hui. Parce que là, quand on prend la génération qui était venue à Paris, en France, il n'y a même pas 3 ans, et que ces jeunes-là, et que vraiment, il y a beaucoup qui jouent actuellement dans les championnats européens et qui rendent aujourd'hui service au pays. Et je pense que la génération qui est là aujourd'hui et qui doit faire la compétition à Libreville, et je souhaiterais que vraiment qu'il y ait au moins 5-6 qui vont sortir dans le lot pour venir dans les grands clubs, quoi. Merci Morley. Nous allons enchaîner avec, je vous l'ai dit, 8 équipes à la conquête du titre. L'Angola peut-il crier la surprise? Ce pays a beaucoup progressé, mais est-ce que la politique de développement du football est en plein essor? Nous le saurons au fur et à mesure, bien entendu, des rencontres. 3 titres pour le Ghana, le Nigeria et la Zambie. Quelle est la véritable histoire de cette CAN? Eh bien, le récit avec la rédaction d'Africa 24. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, appelée CAN U17, a été créée en 1995 par la Confédération africaine de football CAF et se tient tous les 2 ans. La première édition, qui a eu lieu au Mali en 1995, est remportée par le Ghana après une finale jouée contre le Nigeria. Sur 15 compétitions depuis sa création, le Ghana, le Nigeria et la Gambie détiennent le plus de titres avec 2 chacun. Viennent ensuite l'Égypte, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire avec un titre chacun. Après le Niger en 2015, la CAN U17 devait se jouer à Madagascar. Cependant, le comité de la CAF a retiré au pays l'organisation au profit du Gabon pour des retards au niveau des infrastructures. Prévue initialement pour se tenir en avril, la compétition se tiendra du 21 mai au 4 juin 2017 à Franceville, Port-Gentil et Libreville. Alors, bien entendu, je vous l'ai dit, 3 titres pour le Ghana, le Nigeria et la Gambie. Selon vous, mon cher Noureddine, le Ghana serait le favori en l'absence du Nigeria, par exemple? Oui, d'abord, il faut noter l'absence du Nigeria, une des griffes dans la matière, je pense, dans la formation, entre autres. Le Ghana, il est fidèle à lui-même. Je pense qu'il est ni favori, ni outsider. C'est une équipe c'est un pays qui est un réservoir, c'est une vraie machine de formation de jeunes joueurs. On le voit très, très bien dans toutes les catégories et on les retrouve même dans les compétitions internationales, soit la Coupe du Monde, soit la Coupe, les Jeux Olympiques. Oui, je pense que, comme mon ami a déclaré, a cité tout à l'heure, le Mali, qui est un vrai prétendant pour le titre, je pense que le Ghana, il n'est pas à présenter. C'est un des favoris de cette compétition, sûrement. Et le Cameroun, la Côte d'Ivoire est absente, le Cameroun a toutes ses chances, Bruno, selon vous? Le Cameroun ayant toujours encore des problèmes de formation et d'infrastructure, je ne pense pas. Je pense que cette génération camerounaise va essayer de bien représenter le pays, mais il faut du travail à long terme. On n'arrive pas comme ça, alors qu'on a des équipes comme le Ghana et le Mali qui travaillent depuis longtemps, qui ont une politique de formation huilée. Je pense que le Cameroun va essayer de se présenter là pour faire un résultat, mais après, ce ne sera pas le fruit pour moi d'un travail de très 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 longue haleine, comme les favoris. Oui. Alors, donc, Ghana, Nigeria, Gambie, 3 titres. Ensuite, un seul titre pour l'Égypte, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, précisément, et d'autres équipes qui ont été finalistes, comme par exemple Sierra Leone, Togo, Algérie. Et puis la Guinée, on aura remarqué qu'il n'y a pas d'équipe du Maghreb, justement, dans cette phase finale, hein. Oui, c'est le fruit d'une certaine politique qui a été mise en place par ces 3 pays et qui se tourne toujours quand on voit pratiquement les équipes nationales, je veux dire, du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Tu les trouves pratiquement l'équipe A formée par des joueurs issus de l'immigration ici, ils ont une formation ici en Europe. Donc la formation des jeunes et de participer dans ces catégories qui sont vraiment primordiales pour le football et pour promouvoir le football dans ces pays-là.
Je pense qu'il est pris en deuxième degré et c'est l'erreur que les Maghrébins ont fait. Voilà. Nous allons vous faire rêver un tout petit peu, messieurs, avec la finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer. C'était aux Bahamas. Ça doit faire rêver, peut-être vous ça fera rêver justement notre cher Morley Sylla avec ses images du sable et le Brésil qui l'emporte face à l'équipe de Tahiti sur le score de 6-0 et le Liban qui prend la troisième place, l'Iran pardon, qui prend la troisième place en battant l'Italie sur le score de 5-3. Morley, ça vous fait rêver ça, hein, quand vous voyez le sable comme ça? Ça vous fait penser à la mer, non? Oui, ça, effectivement, parce que quand moi je jouais, très souvent j'étais à la mer. Ouais. Et vous avez joué du beach soccer, vous avez pratiqué? Non, mais je partais m'entraîner. Ouais, sur le sable. Parce que quand on s'entraîne sur le sable, parce que ça retient. Il faut vraiment avoir de la condition. Et puis quand on vient sur un terrain normal, je pense que vous avez facilement les jambes. Tout à fait. Oui, vous avez raison. On peut vraiment suivre. Oui, exactement. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie où nous allons parler de la Coupe du Monde 2026 avec 9 équipes africaines qui seront présentes. À tout de suite.